Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui d'imitation et de jeu. Et ce, grâce à un comédien fort gracieux et drôlement pertinent. Un amoureux du théâtre et surtout un pratiquant, ce qui ne l'empêche pas de fréquenter le petit écran, Lupin pour les blockbusters, La Fièvre pour se faire peur et de plus en plus le grand. Je parle toujours d'écran. Il est l'alter ego de De Pléchin, l'un des Paul Dédalus de spectateurs. Il s'est à juste titre fait sacrément remarquer dans À l'abordage de Guillaume Braque. Il a joué dans 2 films que j'adore. Alors certes, ça n'en fait pas une filmo exhaustive, mais ça me fait plaisir de les mentionner. Le beau rôle de Victor Rodenbach, La vie de ma mère de Julien Carpentier. Il est à l'affiche du film de Fabienne Godet, Le Répondeur, dans les salles demain. Bonjour Salif Cissé. Bonjour. Et j'espère que tu me pardonneras les raccourcis. C'est Bah pas une non. filmo exhaustive, mais voilà. Tout va bien, Je l'ai fait avec... Elle est petite en même temps, elle est encore Ouais, jeune. mais elle est quand même pas mal, moi, je trouve. Bon, Vraiment. T'as accompagné la sortie du film entre festival et avant-première. L'homme de scène que tu es s'est senti à l'aise dans l'exercice? Oui, plutôt. En vrai, j'ai retrouvé un peu de ce que je fais sur scène. Ouais, C'est-à-dire que là, il y a un truc où il faut accrocher le public tout de suite, il faut leur donner envie de regarder le film quand on fait des présentations. Et à la fin, il y a un animateur pour les débats. Et quand ils ont regardé le film, c'est encore mieux, ça m'aide. Mais quand ils ne l'ont pas fait, il faut donner de sa personne. Et vraiment, ça Et me tu le convient. fais. Et je le fais à fond, tout seul. Le film a été primé à l'Alpe d'Huez, le prix du public. Oui. J'imagine que c'est toujours de bon augure. Oui, bon, attendez, c'est une journée normale au boulot. Non, je plaisante, pas du tout. Non, on était tellement contents. On était heureux parce que on arrivait un peu, nous, dans nos chaussons de comédie d'auteur. On s'est dit, les comédies qui ont gagné ici, peut-être que, on va plaire, mais tranquille, quoi. On vient juste prendre un peu de lumière et partir. Et là, on gagne le prix du public. Moi, on me dit que c'est un festival de la comédie. Je me retourne, je vois des gens pleurer, je vois des gens se prendre dans les bras, je vois des gens rire encore à la fin du générique. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, on est resté, on était tellement contents qu'on leur a donné encore de la gratitude en leur serrant la main, en leur disant merci d'être venus. Et ça les a tellement touchés, je pense que ça a influencé dans le vote. Sans opportunisme aucun, en vrai, on était vraiment sincères avec Fabienne Godet, la réalisatrice du film, et on a gagné ce prix du public qui est celui qu'on voulait. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Pour ma voisine, une très grande place. Une trop grande place. Une trop grande place. C'est d'ailleurs notre premier sujet de discussion, de dispute de voisinage. Ouais. Mais j'écoute beaucoup de musique dans ma salle de bain. J'écoute de la musique tout le temps, en vrai. Ouais. Je suis un gros passionné de rap. J'aime beaucoup le rock aussi. Le rock un peu skater, années 2000, mais un peu de métal aussi. Linkin Park. Linkin Park à fond. Je suis fan du PSG. J'allais regarder le match au parc. Tiens, dis donc, il l'avait pas dit aujourd'hui encore. Et je suis allé regarder le match au parc. Et en fait, quand ils ont switché sur, comment on appelle ça, sur le stade là, à Munich, et c'était Linkin Park qui faisait le concert d'avant-finale. Et j'étais le seul. Quelle belle soirée pour Salif Cissé, en définitive. Incroyable. J'ai crié tout seul, chanté toutes les paroles tout seul. Les ultras, ils étaient moins dans le délire, je n'ai pas compris. Ouais. Non, mais voilà, j'aime un peu toutes ces musiques-là. Le score sur Radio Nova. Nova. On parle aujourd'hui du film Le Répondeur de Fabienne Godet qui sera dans les salles demain, d'après le roman de Luc Blanvillain. Denis Podalides et Pierre Chauzen, un célèbre écrivain. Tu es Baptiste Mendy, un imitateur très doué mais en quête de succès. Et l'auteur a une idée. Pierre Chauzen, Je sais qui vous êtes. J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur. Il est dingue quand même, ce mec, non ? Ce que vous proposez est complètement pervers. Tu te vois, toi, faire un truc pareil ? Votre réputation. Ma réputation. Personne peut tromper ses proches. Ce sera tellement énorme que personne ne se posera la question. Baptiste va devenir, littéralement, le répondeur de Pierre. C'est le premier film, Salif, que tu portes dans son intégralité. Tu es quasiment de tous les plans, avec un double enjeu, incarner Baptiste, et incarner Baptiste qui imite d'autres personnages. Est-ce qu'il y a eu une petite tétanie au moment d'accepter le rôle, ou tu as eu que de l'adrénaline et de l'excitation ?
Non, il y a une très grande part d'inconscience chez moi, donc ça me caractérise. Donc très, très excité tout de suite à se dire, mais, putain, même si je l'avais pas eu ce rôle, je serais quand même allé le voir, nanana, nanana. Et puis on se retrouve devant le travail à faire, et là c'est assez monstrueux, mais heureusement il y avait des imitateurs avec qui j'ai bossé, Michael Gregorio, Fabien Lecastel, Eclipse. Ouais. Et du coup, je me suis senti déjà très épaulé à pouvoir demander des conseils à qui je voulais, quand je voulais. Et j'ai travaillé aussi avec un coach d'interprétation parce que tu dis 2 volets à ce rôle, mais en vrai, il y en a encore plusieurs. Il y a beaucoup de strates. Bizarrement, tu vois, c'est un peu un petit cadeau empoisonné où on dit, ah, non, mais c'est un personnage de comédie, tiens, vas-y, prends. Et là, tu fais, ah ouais, non, mais en fait, c'est une galère à interpréter, c'est vraiment une galère. Donc, vraiment, d'être épaulé par ces jolis artistes, c'était pas trop. Et puis voilà, et après, on prend le défi à bras le corps et on s'amuse. Un rôle qui était en réalité plutôt fait pour toi, parce que Fabienne Godet explique qu'elle est venue te voir au théâtre, qui était dans un registre très particulier, c'était 1983, d'Alice Carré et Margot Eskenazi, qui était une pièce sur les violences policières et la marche pour l'égalité. Et c'était un rôle où tu avais, si je ne m'abuse, un long monologue à plusieurs voix. Oui, c'est ça. C'est que il y avait un long passage où je faisais des voix de Charles Bronson, ou des voix, en fait, du doublage des années 80, un peu pas bien réussi, mais pour mal réussi, il faut quand même bien faire. Et du coup, du coup, elle était devant moi, et en fait, c'est là que je me souviens en fait de ce que je suis en train de faire. Je me dis, mais attends, je suis complètement en train d'être dans le postulat du film, c'est-à-dire un homme sur scène qui fait des voix, et c'était parfait. Et je pense que ça a scellé le truc pour elle. Juste pour le plaisir, tu peux nous rappeler le nom de la compagnie avec laquelle tu étais sur scène ? Ah, la compagnie Nova. Ah, voilà. Vraiment un gage de bon goût. Un peu partout. Alors, au-delà de ton immense talent d'interprétation, Fabienne Godet, tu as aussi choisi pour ta proximité de timbre avec Denis Podalides. Ouais. Est-ce que tu l'avais réalisé ? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais formalisé ou que tu as découvert Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, même pendant le travail, je trouvais pas du tout que j'étais proche de lui. En termes de timbre. Après, c'est pendant le film, dans les allers-retours, des fois, c'était assez particulier. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pas le talent d'imitation. J'ai travaillé très, très dur pour pouvoir m'approcher de toutes les voix du film. Et il est vrai que quand un gars comme Michael Gregorio vous dit que voilà, le timbre est proche, ça va le faire. On commence à le croire et puis on a été facilité par ça, carrément. Mais j'imagine aussi que, don d'imitation sans doute, mais grand talent d'observation avant tout. Parce que ça ne passe pas que par la voix. Oui, ça passe par le corps, par la physicalité, comme on dit au théâtre. Et ça, oui, je pense que c'est inhérent au métier de comédien et d'acteur. Ça passe par l'observation, par l'imprégnation des autres, d'aller capter quelque chose que les gens ne nomment pas forcément, mais que tout le monde voit. Je pense que ce truc-là, Under the Water, là, qui est assez intéressant, c'est ça qui fait le sel de l'interprétation. Et nous, je dis nous à chaque fois, mais c'est moi, c'est ce que j'aime dans le métier que je fais. Oui, alors je voudrais pas qu'on se méprenne et qu'on se dise que la performance technique éclipse le reste. C'est vraiment pas le cas, c'est très fluide. C'est-à-dire qu'effectivement, tu réponds au téléphone de Denis Podalides avec la voix de Denis Podalides et tout ceci se fait dans une extrême fluidité. Oui. Donc vraiment, c'est très impressionnant. On continue la conversation dans un instant. On écoutera un titre que je vais garder mystère parce que normalement, il devrait évoquer quelque chose. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Chic, le freak, un titre qui devrait causer quelques soubresauts d'angoisse à mon invité Salif Cissé à l'affiche du Répondeur de Fabienne Godet dans les salles demain. Je te laisse expliquer pourquoi. Parce que c'est la sonnerie de Pierre Chosen, le personnage joué par Denis Podalides dans le film. Et c'est la sonnerie de son téléphone que mon personnage lui prend, ce téléphone, et quand il sonne, c'est juste cette musique qui est en enfer. Et c'est l'heure de la mission, en plus. C'est l'heure de la mission, c'est l'heure de transformer sa voix. Il y a une réaction organique qui est arrivée chez moi, c'est comme inscrit dans mon ADN maintenant. Non, c'est particulier. Est-ce que tu as une appli qui te permet de connaître dans le détail ta consommation téléphonique ? Parce que moi, j'avoue que le film m'a un peu questionné sur ma dépendance à l'appareil, vraiment, sincèrement. Je sais que, on peut faire la marque, on peut dire des marques. Sur mon Apple, sur mon iPhone, comme dirait Fabienne Godet, il te fait des rapports
toutes les semaines de combien de temps tu utilises. Moi, je crois que je suis à beaucoup. Mais après, c'est de la triche parce que c'est un outil de travail. Tout le monde dit ça, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment l'excuse de... C'est maman, je travaille, en fait. Non, je suis à peut-être... allez, ça va effrayer beaucoup de gens. Je suis peut-être à 9-10 heures, quoi, sur le téléphone. Par jour? Ouais. Okay. Après, il y a 24 heures. Je juge pas. Non, mais j'ai vu le par jour. C'était... Non, je me rassure. T'as combien, toi? Je peux pas le dire. C'est pour le travail. Non, mais c'est fort. Non, un peu moins. Un peu moins? Ouais, si c'est un peu moins. Dans le film, 2 personnages de pôles opposés et qui vont pourtant devoir faire un imitateur doué mais en mal de reconnaissance, un auteur reconnu en quête d'anonymat temporaire, avec une seule consigne dans l'adversité donnée par Pierre Chosenne, le personnage de Denis Podalides: improviser. Alors, 2 questions en une. Comment on fait avec Denis Podalides? Et la deuxième, c'est quel est ton rapport à l'impro? Comment on fait avec Denis Podalides? Dans le film, par la voix. Ouais. Mais en vrai, comment on fait duo avec Denis Podalides, en laissant de côté son admiration pour le talent qu'il a. Et ça n'a pas été facile tout de suite. Mais ensuite, en se rendant compte qu'en fait, on va rider dans un film avec une Ferrari flambant neuve. Et là, on se dit, ça va aller très très fort. Et c'est un gars hyper généreux. Et justement, c'est ce qui m'a permis très facilement de faire avec lui. C'est que même quand j'avais besoin de l'avoir au téléphone, ou bien d'avoir des conseils sur la voix ou des choses comme ça, il a été toujours très ouvert avec ça. Et puis même sur le plateau, je sais pas, les gens peut-être ne soupçonnent pas à quel point il faut être généreux sur un plateau pour donner à l'autre, donner son énergie, même quand on n'est pas filmé. Et pour être bon aussi, j'imagine. Et pour être bon ensemble. Ouais. Et je pense qu'au théâtre, on a cette notion-là, puisque là, il n'y a pas de caméra, donc on nous voit tout le temps ensemble, donc on a intérêt. Là, quand on n'est pas filmé, est-ce qu'il faut vraiment donner de sa personne? Et heureusement que Denis vient du théâtre et comprend ça tout à fait. Donc, je dirais ça. Et la deuxième question... Le rapport à l'impro. Le rapport à l'impro. On t'a déjà dit ça? Improvise. Si tu sais pas, improvise. Improvise. Ouais, beaucoup. Ouais. Tu parles dans la vie, l'improvisation. Dans la vie et dans le travail, j'imagine aussi. Beaucoup. Mais moi, j'ai un rapport à l'impro. J'ai pas fait de ligue d'impro ou quoi que ce soit. Mais, par exemple, pour quand j'étais au conservatoire ou bien quand je faisais des pièces avec un répertoire très classique, moi, mon moyen d'échapper à quelque chose d'un peu nomenclaturé, et rigide, c'était par l'impro, en surprenant mes camarades de jeu avec des déplacements qui n'étaient pas prévus. C'est aussi de l'impro. Donc, moi, j'adore ça. Et dans ce film, Baptiste, il improvise beaucoup, mais finalement, à l'intérieur du film, moi, Salif, comédien, j'ai pas eu à beaucoup improviser parce que finalement, il est très écrit et c'était très bien comme ça. Ouais. Mais tu vois, il y a quelques petites improvisations par-ci et par-là qui font plaisir, mais pas grand-chose. Je trouve que le personnage que tu incarnes a quelque chose de très souple, très doux, une sorte d'Amélie Poulain 2025. Est-ce que la définition te va? Un personnage très déconstruit en réalité, pour le dire. Ouais, je pense. Après, en vrai, pour dire vrai, on n'a rien calculé avec Fabienne. C'est vraiment comme ça qu'elle le voyait, comme ça qu'elle l'aimait, son Baptiste. Donc après, elle a choisi peut-être un comédien qui était en accord avec cette idée de départ, ce souhait, en vrai. Et non, en vrai, on n'a pas trop essayé de placarder un idéal de personne ou quoi que ce soit. En fait, je pense que Baptiste a pris une teinte avec le scénario. Il a pris la teinte qu'il devait avoir, quoi, et c'était tout. Moi, j'ai pas cherché à forcément le rendre gentil. Au contraire, parce qu'on m'a toujours un peu, grâce à l'abordage et à cause de l'abordage, on m'a toujours un peu collé ce personnage-là à la peau. Donc justement, je voulais jouer quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, vicelard. J'ai dit doux, j'ai pas dit gentil. C'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que c'est pas la même chose. Il fait ça avec douceur, avec calme. Il est obligé d'être roublard avec le taf qu'on lui propose. Il n'a pas le choix. Il est obligé. Et après, on lui propose pas de réparer la vie de la personne en utilisant ces méthodes-là. Ouais. Mais quand on lui dit improvise, il pense que ça devient nécessaire du coup. Le score sur Radio Nova.
Reza sur Nova, Samurai Showdown, Raise Your Sword, dans la bande originale de Ghost Dog de Jim Jarmusch, avec le fantastique Forest Whitaker, avec qui tu partages, je me permets de te le dire, Salif Cissé. On parlait de douceur tout à l'heure. Moi, je trouve que tu partages avec lui une forme de grâce et de légèreté toute particulière dans la manière de marcher, je trouve, et qui plus est dans ce film. Alors, je ne sais pas si tu le prends bien ou pas, mais vraiment, ça m'a toujours frappé. Ah, c'est marrant. Ouais, il y a un truc dans ouais, un truc très, très gracieux. Je ne sais pas comment le dire. Mais il a dit la même chose, Denis, la dernière fois, je ne sais plus dans quelle interview, il disait que... Ah ouais, il disait que c'est un personnage que j'adore marcher. Salif, c'est un acteur que j'adore voir marcher. Et même quand il fait rien, il m'intéresse. Ouais. Ça m'a retenu, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et moi, c'est dans la vie de ma mère que ça m'a frappé. Ah, tu vois. Marrant, ouais. Où je me suis dit, tiens, voilà, il y a quelque chose de commun. De ta pratique du jeu, tu dis que ce n'est pas une profession, mais une vocation. D'où est-ce qu'elle t'est venue ? Eh bien, d'un accident. Je dirais que c'était une option théâtre que j'ai rejoint de manière un peu... Au lycée ? Ouais, au lycée. Lycée Jacques Brel ? Au lycée Jacques Brel, à la Courneuve. En terminale, vraiment, de manière un peu... Je dis accident parce que vraiment, je n'avais pas prévu. Quoi. Je me suis dit, vas-y, il faut s'inscrire dans une option. Et puis, je vais dans celle-là. Et puis, ça me plaît tout de suite. Je me sens à ma place tout en gardant de la timidité et un manque de confiance en moi qui me caractérisait et qui me caractérise encore. Mais en même temps, je me sentais totalement à ma place, sur scène, regardé. De manière immédiate ? Immédiatement, ouais. Vraiment. Et avec justement ce prof de l'époque, Anis Rali, qui me complimentait sur ma manière de parler, sur le fait que j'étais assez clair, que je parlais fort, enfin des trucs qui te rassurent d'un coup. Tu te dis, putain, mais je me trouve pas bon dans ça, mais là, j'ai une habilité apparemment qui sert. Donc tu te sens tout de suite à ta place. Et puis les personnages, il y avait un truc qui me parlait en tout point. Ouais. Donc le théâtre a été le premier amour avant même de projeter quoi que ce soit dans le cinéma ou la série ? Ouais. Ou c'est venu en même temps ? Non, c'est pas venu en même temps parce que en vrai, quand j'étais petit, je me disais ce serait bien de devenir réalisateur pour comprendre comment on raconte des histoires, parce que ça me fascinait toujours comment on arrivait à emporter quelqu'un sur 1h30, 2 heures et qu'on quitte pas l'objet et à la fin on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai regardé. Ça me fascinait, mais sans grande conviction réalisateur. Et le théâtre, pour moi, c'était sur une autre planète. Vraiment, je pensais pas du tout. Alors, j'étais pas si bête, j'étais pas bête. Je savais que plein d'acteurs de théâtre faisaient du cinéma, mais je le mettais pas au même endroit. Je me disais, je fais du squash. Je suis bon en squash. Ça se passe bien. C'est mon petit squash à moi. Et puis, finalement, plus ça avance et plus tu vois des gens avoir des ambitions. Et on parle d'agents artistiques, de casting. Tu fais waouh, ah ouais, d'accord, ça marche comme ça. Mais oui, évidemment. Et c'est venu après. C'est venu un peu après. Il y a eu des courts-métrages ensuite, une série en clinique pédopsychiatrique mentale, et puis à l'abordage, le film de Guillaume Braque, qui te vaut d'être sur la liste des révélations César en 2022. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette aventure, on peut dire aventure ? Oui. T'es tombé dessus, enfin, pas tombé dessus d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien de hasard de là-dedans. Mais ouais, non, mais en tout cas, c'est un joli coup du destin, on peut dire ça. Moi, en fait, Guillaume Braque, je ne connaissais pas du tout son travail, je ne savais pas qui il était. J'arrive pas en terminale, mais en 3e année du conservatoire. Et on nous dit qu'on va devoir faire un film à la fin de cette année-là. C'est la directrice du conservatoire, Claire Landarcueil, qui nous dit ça. Et du coup, en fait, ce monsieur aux cheveux poivre et sel vient nous voir des fois en cours, nous observer, puis partait. Et on se dit, ok, on va faire un film. Et bon, tu te dis, là, ça va être un film vraiment qui va être montré à 30 personnes à la fin d'une année scolaire. Et voilà, quoi. Donc, du coup, nous, on entame un peu le truc un peu comme ça. D'autres gens un peu plus malins que moi ont flairé un peu le truc. Ils se sont dit, mais c'est un film avec Guillaume Braque, c'est incroyable. On fait un film avec Guillaume Braque. Et puis l'affaire est devenue un peu plus sérieuse. On s'est retrouvés avec lui en entretien. Il voulait pas faire de casting. Il nous a tous parlé, les 30 de ma promo. Et moi, je me souviens d'avoir une conversation vraiment très, très deep avec lui. Ouais. Je me suis senti très à l'aise. Je lui ai livré un peu des trucs de ma vie, mon rapport à la société, à la politique, aux filles, enfin plein de choses. Et il s'avère qu'il a bien aimé ce que je lui ai dit parce qu'il m'a proposé un des premiers rôles de son film. Oui.
Et de là, voilà, est passé d'un film d'école à un vrai film. Bon, enfin, pas tout à fait, on était 8 dans l'équipe technique, mais c'était un petit film, petit budget, mais après, il s'avérait qu'on a découvert un film moi, que je trouve vraiment très bien, extraordinaire. On l'a découvert à Berlin, parce qu'on était sélectionné là-bas. Et après, voilà, ce film là, je reçois encore des demandes de présentation d'avant-première. Enfin, c'est le film qui a une vie très longue, ouais. Qui a une vie très longue et qui a tout fait pour moi, qui a tout défini. Le score sur Radio Nova. On parlait il y a un instant de théâtre, de cinéma. Ouais. Parlons aussi de séries, puisque tu as participé à une série que je qualifie assez facilement d'ultra populaire, Lupin. Et pour le coup, dans un registre très différent. Ouais. Parce que si mes souvenirs sont bons, t'étais pas hyper sympa dans le... J'étais pas sympa. Si, dans Lupin, non? Il y a un truc un peu dur, le personnage. J'ai fait peur à ma nièce. Ouais. Jean-Luc Keller, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Est-ce que, quand on rentre dans la télé des gens, il y a un impact très différent? Tu as participé aussi à l'excellente série La Fièvre, hein, je précise. Oui. Ouais, mais est-ce que, je veux dire par là, est-ce que tu as senti un effet différent? Bah ouais, là, c'est Lupin, donc... Pour les gens qui regardent pas de cinéma d'auteur, pas d'art et essai, enfin tous les films que je fais, quoi. C'est-à-dire, là d'un coup, bah tu fais vraiment du cinéma en fait, tu vois. Ah ouais. D'un coup, c'est pour de vrai le métier d'acteur. Donc ouais, c'est exceptionnel. Moi, j'ai été reconnu sur une plage en République dominicaine quand même. Ouais. Pas grâce à l'abordage, grâce à Lupin. Ouais. Tu te dis, ah ouais, c'est worldwide en plus, c'est incroyable. Donc ça change tout. Ça change tout. Quand je vois des gens, je parle avec des gens qui regardent pas trop de cinéma, quelqu'un va dire, ah mais tu sais que lui il est acteur, et tu te dis, bah ouais, je suis acteur, t'as joué dans quoi, la question à chaque fois, et tu te dis plein de trucs. Là tu dis Lupin, et ouais, Lupin, ouais, de ouf, ah mais t'es le mec qui... Et voilà. Ouais. Donc ça, pour cet effet-là, et les gens regardent ça très facilement, sans se prendre la tête. D'un coup, ils se mangent une histoire qui est pas trop difficile à ingurgiter, et en même temps, ils passent un bon moment, et en vrai... C'est un blockbuster. C'est un blockbuster et c'est très bien que ça se consomme comme ça. Moi, j'étais très content d'y participer. Et Yellow Submarine, ton personnage dans La Fièvre? Dans La Fièvre, j'adore. Ouais. Déjà, alors, qui est un hacker, on peut dire? Ouais, qui est hacker, totalement. Et qui travaille pour une personne assez peu recommandable. Pour une figure de l'extrême droite. Tout à fait. Incarné avec brio par Anna Girardot. C'est clair. Ouais. Mais c'est marrant parce que, comment dire, peut-être que je ne devrais pas trop dire ça, mais en fait, je m'étais évité volontairement, vu que mon personnage, il n'apparaît que dans les... comment on appelle ça? Il n'apparaît que au même endroit. Il a qu'un seul endroit, c'est-à-dire son repère à lui. Donc, je m'étais évité de trop lire du scénario. Parce que je fais confiance à Eric Benzekri, de toute façon, qui est un auteur magnifique. Et parce que aussi, je voulais rester dans cette bulle. Et en fait, j'avais pas trop compris qu'elle était d'extrême droite. Et en fait, c'était pas dérangeant. Parce que mon personnage le sait pas, il s'en fiche. Oui, puis c'est pas son dossier, lui. C'est il pas son impliqué dossier. Politiquement. Il est là pour une mission. Et il est là aussi pour sa satisfaction personnelle, c'est-à-dire de réussir à hacker ce qu'on lui demande de hacker. Et du coup, je trouve que ça marche bien, ce coup de bluff. Et j'adore ce personnage, j'adore le fait qu'il est une légende. Moi, mon rêve, c'est de jouer un espion. Donc voilà, il s'appelle Yellow Submarine, j'ai trop kiffé. C'est le seul personnage entre réparateur PTT, infirmier, médecin, Yellow Submarine. Dans la filmo, ça fait bien. On a parlé de ta pratique du jeu, mais tu es aussi metteur en scène, tu es aussi scénariste. Est-ce que l'écriture a toujours fait partie de la manière que tu avais d'envisager le métier? Ouais, je pense. Comme je t'ai dit, moi, la première fois que je me suis intéressé au film, c'était vraiment, je voulais savoir comment on raconte une histoire, comment on les emporte, les gens qui la regardent. C'est toujours très, très important pour moi. L'étape du scénario, même si... quand il le faut, je ne lis pas tout, mais l'étape du scénario, elle est très, très importante pour moi. L'écriture, c'est la base, quoi. Et puis, tu as aussi réalisé un court-métrage allié au scénario que tu signes aussi. Une idée assez géniale, je dois dire. Amaury, un jeune Parisien, revient d'un long voyage en Afrique durant lequel il a eu une épiphanie. Je te laisse en dire plus, ou pas. De toute façon, on va pas le diffuser partout, mais en gros, il a eu une épiphanie, c'est qu'il revient et il se rend compte en fait qu'il a toujours été noir et que c'était évident pour lui et qu'en fait il s'en est jamais rendu compte avant ce voyage en Afrique, et il vient l'annoncer à ses amis pour leur dire que voilà, il
va suivre l'aventure jusqu'au bout et il va essayer de devenir l'homme qu'il a toujours été. Un court-métrage qui a été présenté dans différents festivals, C'est qui ça. a été primé d'ailleurs. Au FIFIB, il a été primé 2-3 fois. Écoute, Donc, c'était très bien. à Très quand belle le long première expérience. À quand le long? Écoute, je me suis déjà mis dans la merde dans 3 couleurs à dire mon premier long ce sera à 35 ans, je vais plus jamais m'aventurer dans ce genre de truc. Mais écoute, très bientôt. Ce sera. Point. Ce sera. Non, mais c'est, On voilà. peut le faire comme ça. Ouais, exactement, ce sera. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite après la pub. Le score avec Charline Roux sur Radio Nova. Et toujours en compagnie de Salif Cissé, venu nous parler du film de Fabienne Godet, Le Répondeur, qui sera dans les salles demain. Petite question pour toi, qu'ont en commun David Fincher, Christopher Nolan et Dominique Moll? C'est tous des comédiens. J'aimerais devenir leur comédien. Ouais. C'est ça? C'est ta liste. C'est ma liste. J'imagine que c'est une wishlist très réduite. Il y en a d'autres. Ouais, c'est réduit, mais parce que justement, à chaque fois qu'on me demande, je sais qu'on me demande à chaque fois, j'ai pas envie de dire, mais j'en dis un de plus. Je me suis arrêté à 3, je vais garder le record. Je vais garder comme ça. C'est bien là, la liste, elle est bien. Elle est très bien. Elle est très très bien. Mais qu'est-ce qui te plaît dans leurs univers respectifs? Parce que pour les coups, on est sur un éventail très différent. Eh bien, je sais pas. Moi, ce que j'aime bien chez David Fincher, c'est qu'il a justement il arrive à aller dans des univers très différents. Ouais. Justement, il y a un éclectisme en fait, mais il y a toujours une patte très très forte. Et par exemple, j'ai trop aimé Seven. J'ai beaucoup aimé l'univers. J'aime trop Brad Pitt aussi en même temps, donc ça c'est assez facile pour moi. Et j'aime beaucoup House of Cards avant le cancellable rôle principal. Oui. Mais je trouve qu'il arrive vachement à aller s'imprégner de choses et ça m'intéresse beaucoup. Tu vois, je me dis, ce serait bien d'en faire 2 avec lui. C'est le mec qui commence à aller beaucoup trop loin dans la wishlist. Bah non, mais... non, mais tu vois, de faire 2... Pourquoi rêver petit? Bon. Non, mais ce que je me dis, c'est que si tu en fais 2 avec lui, bah, au moins, tu as l'impression de faire 2 réels différents. Alors un Zodiac et un Gone Girl, par exemple. Mais voilà, exactement. Très bien. Et Nolan, parce que j'aime bien... le fait que tout en étant un gros geek et des caméras et de la science et de la physique ou quoi que ce soit, il reste dans un cinéma qui est vraiment très populaire et qui intéresse même des gens, genre mon cousin qui vont jamais au cinéma, qui s'en fichent, mais il y a un film de Nolan, il y va. Et moi, ça me fascine en fait ce paradoxe chez lui. Donc ça, et le troisième... Dominique Moll. Dominique Moll, parce que j'ai trop aimé son film Seules les bêtes. Ouais. J'ai trouvé ça fou qu'il soit scindé en 2 et qu'on soit dans les Alpes glaciales et qu'on se retrouve chez les brouteurs, je crois que c'était à Abidjan. Tu te dis, mais c'est fou de filmer, l'impression de filmer 2 films différents, ça se réunit ici. Je trouve qu'il a un truc assez classe dans la manière dont il raconte les histoires. Assez beau, sans prétention, mais sans ce petit côté un peu timide qu'on a les Européens à dire c'est un peu crasse de vouloir raconter des grandes histoires. Lui, il y va, il s'en fiche et ça reste très proche de nous, tout en ayant des ambitions un peu à l'américaine. Ouais. Et j'aime bien ça. Puisqu'on parle d'influence, de désir, si normalement j'ai bien fait mon travail, ce que j'ai à te faire écouter pourrait faire office de petite Madeleine. Ouais. Avé, regarde mes neveux. Ils ont le sens des affaires. Toi, tu exagères toujours tout. Des petits photographes de quartier, là. Oh, je suis très fier d'eux. Au moins, eux, ils ne sont jamais au chômage. Ce n'est pas comme ta fille. Hein? Elle est restée combien de temps ici à ne rien faire? Ça, c'est normal. Tu oublies qu'il n'y a pas de travail pour des personnes qualifiées à chaque coin de rue. Les Bobos Diouf, une série télévisée humoristique écrite et réalisée par Patrick Martinet. 5 saisons en tout, la série télévisée la plus regardée en Afrique francophone. Ouais. J'aime beaucoup. Qui fait partie de ton... Ouais, j'aime bien les Bobos Diouf, j'aime bien ma famille. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. J'aime bien ça s'appelle des théâtres. Ouais. J'ai jamais trop compris pourquoi. Bah, à regarder, parce que moi, je me suis plongée dedans pour préparer l'émission. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bah ouais, carrément. Ouais. Carrément, un truc très... un peu comme le répondeur, bon communicant. Mais en gros, il y a un truc assez théâtral dans la manière de filmer. Ouais. Mais même dans les situations. En fait, c'est tout le temps des situations
Est-ce qu'elles se résolvent ou pas? Il y a toujours un truc, une complication. Et c'est assez... Et c'est très conversationnel. Exactement. Ouais. Exactement. Et moi, avec mes sœurs, on regardait ça, il y a des classiques des théâtres africains. En Guinée, il y en a un, putain, comment il s'appelait? Mamadou, je ne sais plus comment, un Guinéen qui nous a fait tellement rire dans notre enfance, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mais en général, c'est des comédiens qui écrivent leurs propres histoires. Ils montent comme ils peuvent, avec des prods un peu comme ça. Il y en a au Sénégal aussi. Et puis, voilà, et en Afrique francophone, on regarde beaucoup ça et ils sont très fiers. Alors moi, je me suis plongée, je suis tombée sur un medley d'1h30. J'ai regardé l'1h30. C'est vrai? Ouais, vraiment. J'ai commencé à regarder en me disant, bah cool. Voilà. Ah oui, il faut que tu me la passes. C'était une découverte, donc merci beaucoup. Le score sur Radio Nova. Nova. Avant de se quitter, Salif, et avant de te laisser la main sur la programmation, il y a une autre épreuve. Ah oui, elle est difficile celle-ci. Une rafale de questions sur la musique. Alors liée à tes souvenirs. Hein. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Pour me tuer. Non, mais l'idée c'est que j'ai pas le droit de revenir sur tes réponses. Je le dis à chaque fois. J'ai pas le droit de te juger et c'est faux. Je le ferai quand même. Ouais, évidemment. Enfin, ça se verra sur mon visage en tout cas si je ne dis mot. Est-ce que tu es prêt? Allez. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance ou en tout cas la tienne. Alors la lambada. Ah ouais, Kaoma? Ouais. Pourquoi? La fête de l'Uma. Ah. Ok, rien de chorégraphique, vraiment purement un souvenir. Non, mais vraiment, il passait tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ma mère, elle m'emmenait tout le temps, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, j'ai écouté cette musique principalement là-bas. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Je dirais... Ah, c'est dur ça, hein. Ah ouais? Ouais. Allez, attends. Adolescence pleine, genre 13 ans. Welcome to My Life de Simple Plan. Simple Plan, ok. Ton hit de karaoké? Je dirais Aline de Christophe. Ah ouais. Bah, ouais. Dans l'abordage, Aline de Christophe. Bah oui. On reste... Il y aurait pu y avoir du Michel Berger aussi, en rapport avec le répondeur. C'est vrai. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Ah, c'est dur ça. J'ai oublié le nom du gars, mais c'est Flow My Tears. C'est un chant anglais. Je sais plus de quelle année c'est. Je pense que c'est vraiment 19e siècle, je crois. Et j'aime trop cette chanson. Elle a été reprise par plein de chanteurs anglais, dont Sting. Ouais. Et je trouve que ce chant est magnifique. Très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Matuidi Charo. Pour fêter la victoire du PSG. Deuxième mention du PSG, je me disais quand même. On se refait pas. Et le titre qui te fait immédiatement sortir de la piste de danse? J'aime pas, mais je vais me faire les démons de minuit. Ouais, mais après, c'est pas forcément pour être méchant, ça peut être aussi une non-maîtrise de la danse, hein. Mais les démons de minuit, une ça marche. Une parfaite maîtrise de la danse en général, ouais. mais qui ça, tout ça. Enfin, il y a un truc... Tout ce qui est participatif, tu veux dire. Voilà, genre, ça m'énerve un peu, quoi. Chacun son truc. Ta chanson de comédie musicale préférée? Waouh. T'as écrit une série musicale, me semble-t-il, non? J'ai participé à l'écriture de ça. Purée, ça, c'est dur, ça. Mais moi, j'aime pas la comédie musicale, en vrai. Ah. C'est vrai, j'aime pas du tout ça. Ça m'énerve. T'as le droit de dire aucune. Ouais, franchement, aucune. Eh ben, allez, ça va. C'est une revendication. Le texte, la chanson qui te revient le plus souvent en tête, celle dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois qu'elle est là? Je pense que c'est Iris de Goo Goo Dolls. Ok. Moi, j'ai les démons de minuit à cause de toi, en fait. Ah ouais, j'ai qui ça en boucle dans la tête. Merde. Je sais pas si je le vis très, mais très dans bien. ce sens-là. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Alors, et pour me l'enlever de la tête, le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Fashion Designer de Théodora. Très bien, ouais. Voilà. Formalité remplie, ça va, c'était pas douloureux. Non, ça a été très rapide sur cet exercice. Je rappelle que le répondeur de Fabienne Godet avec Salif Cissé, Denis Podalides, Horatica, Clara Breteau, Harrison Arevalo, entre autres comédiens, c'est demain dans les salles, c'est extrêmement recommandable. Bravo encore. Merci. Et voici ta mission dorénavant. Programmer la demi-heure de musique qui vient. Dans ta playlist, Bill Withers, Lean on Me. Pourquoi ce titre? Il n'y a pas trop de raisons. Parce que je l'aime bien, parce que c'est un classique et parce que c'est formidablement bien. Le score sur Radio Nova. Quel est
le titre. Non, je déconne. Squabble Up, Kendrick Lamar pour clore le score. C'est qui? Tu vois pas? Non. Oh, je t'expliquerai. Pas maintenant, en revanche. Parce que c'est l'heure du Nova Club. Ouais, c'est vrai, tiens. Moi, j'ai eu mon temps de parole, c'est à toi. À demain. À demain. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.